Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter d'un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler. D'ailleurs, il a fallu aller chercher mon interlocuteur au fin fond des forêts canadiennes pour en discuter. Le sujet, c'est l'éducation prénatale. Et mon interlocuteur, c'est François Amig. Bonjour François. Bonjour Stéphanie, merci de Comment m'accueillir. vas-tu? Très bien, le jour se lève à peine dans les Rocheuses canadiennes. Les ours sont allés s'endormir et je crois qu'on sera tranquille pour l'interview. En fin de compte, nous avons 8 heures de décalage, me semble-t-il. C'est ça. D'accord. Alors François, tu as proposé comme titre donc de cette discussion l'éducation prénatale comme base d'une société épanouie. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. J'ai trouvé très chouette également que nous en parlions maintenant. Je trouvais que le moment était assez bien choisi. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Je sais que tu es ostéopathe de métier et nous expliquer un petit peu ton parcours si tu veux bien. Avec joie. Alors donc en fait, ma première formation, c'est justement l'éducation prénatale. Quand j'avais 17 ans, je me suis passionné sur la grossesse et les femmes enceintes parce que c'était une époque de ma vie où j'avais plutôt envie de construire des bombes pour aller détruire les usines Monsanto. Mais à ce même moment, j'ai vu une conférence à Toulouse, en France, une conférence sur l'éducation prénatale et qui montrait qu'au fond, en favorisant la grossesse, on pouvait avoir des adultes beaucoup plus résilients, beaucoup plus heureux, épanouis. Et donc, j'ai réalisé que les vrais changements de société pouvaient beaucoup plus s'opérer entre l'homme et la femme et en fait, au fond, en prenant soin des enfants. Euh, J'étais déjà ouvert à ça par rapport à l'éducation des enfants, mais quand je me suis rendu compte de la puissance des influences prénatales et leur aspect orientatif et libérateur déjà de tous les potentiels de l'être humain, ça m'a vraiment fait changer mon orientation et j'ai rangé mes cocktails Molotov pour m'occuper des vraies bombes que sont les femmes, pour notre société particulièrement. D'accord, d'accord. Ok, moi j'ai vu dans la documentation que tu m'as envoyée, j'ai vu une phrase qui m'a touchée où tu dis 9 mois suffisent pour changer le monde. Je trouvais ça très beau, j'ai trouvé ça très fort. C'est vrai que ce sujet-là, on n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler durant mon cursus d'éthologie avec Boris Cyrulnik. Je pense que tu as suivi un petit peu ce qu'il fait également, parce que tu parles de résilience. Euh, En fin de compte, ça me semble tellement important de parler de ça. C'est comme si, une fois que l'enfant naît, les dés sont déjà lancés. Est-ce qu'on Exactement. pourrait dire ça, François? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est qu'on se rend compte que l'impulsion, l'élan a été la trajectoire. C'est un peu comme Khalil Gibran qui dit que les parents lancent la flèche et ensuite elle leur appartient plus. Et cette bande et l'arc est visée, c'est ce qui se passe pendant la grossesse, pendant la conception, la grossesse. Après, l'enfant va suivre sa trajectoire et on va pouvoir un petit peu modifier certaines choses. En fait, au fond, on va pouvoir épanouir la trajectoire qui a déjà été lancée, mais cette trajectoire, elle se passe au fond, elle commence au premier instant de la vie amoureuse. Elle commence dans la définition même du couple. La grossesse, l'éducation prénatale commence pas, même pas à la conception. Elle commence à partir du moment où on a le premier regard avec la personne qu'on va aimer. Parce qu'on va générer en fait une force d'attraction qui est liée à notre amour. Et cette force d'attraction, on va l'habiller de toutes nos expériences, de tout l'amour, le respect, la tendresse, la joie qu'on va tisser au cours de notre vie de couple. Et elle va se manifester par l'appel d'une âme, l'appel d'un enfant. Mais cette manifestation, elle est le résultat de tout un vécu. De la même manière que l'état de santé de l'homme et de la femme est le résultat de tout leur vécu. Donc tout ça va concourir
à offrir finalement en fait un matériel génétique et déjà des impulsions de vie, des intérêts dont l'enfant va pouvoir s'habiller. La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais en train, tu vois, de l'écrire parce que ça me vient à l'idée. La première fois que j'ai entendu parler de la relation, justement, avant la naissance, c'était à travers l'autonomie. Et quand j'en ai parlé avec toi, tu m'as dit que c'était vraiment deux choses différentes. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui n'y connaissent rien du tout, s'il te plaît? L'éducation prénatale ou l'autonomie? Eh bien, L'éducation prénatale. non, mais eh bien les deux, parce que en fin de compte, c'est vrai que lorsque l'on fait des recherches sur le sujet, on va pouvoir tomber sur ça, alors que d'après ce que tu m'as dit, ça n'est pas ça que tu fais toi. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer pour bien faire le distinguo? Voilà. L'éducation prénatale, le champ prénatal sont des moyens que de plus en plus les praticiens vont proposer aux femmes enceintes, aux couples, pour pouvoir finalement enrichir les principes de ce qu'on appelle maintenant l'éducation prénatale. Mais c'est beaucoup plus large que ça. L'éducation prénatale, c'est au fond développer une culture, une manière d'être. Et Boris Cyrulnik, je l'avais invité pour le dernier congrès que j'ai organisé. Finalement, ce congrès a été annulé, mais je suis très sensible à ces recherches. Euh, on a aussi en fait un chercheur qui s'appelle Bruce Lipton, qui lui a parlé, disons, il a rendu très accessible au public le concept d'épigénétique, qui sont justement 5 facteurs qui influencent le codage des gènes. C'est-à-dire qu'en fond, on a un certain matériel génétique, c'est un peu comme si on avait une certaine garde-robe. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour habiller notre enfant va dépendre de ces 5 facteurs. Donc, à travers ça, on va pouvoir, à travers ça, tout compte. Il n'y a pas en fait une chose qui est moins importante qu'une autre. Alors, si on touche, si on prend le toucher comme pour développer ce qu'on appelle aussi la relation affective avec le bébé, ce que Franz Wellman, le fondateur de l'autonomie, a souligné, c'est une tellement brillante idée et magnifique intervention. C'est quelque chose de génial. Cela dit, comme beaucoup d'approches prénatales, parfois, en fait, on pourrait être réducteur d'une seule approche, quand en fait, comme dans une culture, il faut de tout. Il faut de tout, et c'est ça qui va faire la richesse de l'éducation prénatale. Une pratique seule, c'est comme pour un individu, s'il ne faisait que manger bio, que méditer, que faire de la marche en nature, ça ne suffirait pas. On a besoin de tout un ensemble. L'être humain a de multiples cordes. Et si on veut habiller avec grâce et finesse cet enfant, il faut avoir une grande culture. Et une grande culture n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est se cultiver, je dirais que c'est plutôt en relation avec la terre et l'agriculteur en nous. C'est d'aller faire pousser en nous les meilleurs fruits, les meilleures plantes dont on va nourrir notre enfant. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus les mains dans la pâte, c'est plus un travail de boulanger qu'un travail si intellectuel que ça. Voilà, peut-être en 2 mots. Donc, concrètement, très Mhm. concrètement, je suis une dame mariée à un monsieur, je suis enceinte, ou tout du moins, je viens à peine d'apprendre que je suis enceinte. Et je Mhm. viens voir François Amig. Aïe. Comment ça se passe? Bon, comme je disais précédemment, en fait, j'ai pas fini de me présenter, mais ma passion première, c'était l'éducation prénatale. Et j'avais rencontré le professeur Tomatis pour pouvoir, parce que je trouvais très intéressante son approche sonore avec les femmes enceintes. Lui m'a conseillé pour faire sa formation de soit faire la psychologie, soit faire l'ostéopathie. Comme j'étais davantage manuel, j'ai choisi l'ostéopathie. Et finalement, en fait, j'ai fait les formations Tomatis et j'étais un peu déçu par l'aspect technologique et un peu déshumanisant du praticien. Et donc, j'ai continué en ostéopathie, je me suis spécialisé sur les femmes enceintes et les bébés. Et depuis 30 ans, je soigne essentiellement des femmes enceintes et des bébés. Ça m'a permis de pouvoir comprendre mieux les besoins des femmes enceintes, mais aussi comprendre mieux aussi la nature féminine. Et ça m'a transformé un peu en double agent. Le côté masculin, bien sûr, j'ai enrichi ma collection
personnel avec tous les hommes que j'ai rencontrés, traités, écoutés. Mais ça a été pour moi une grande découverte et parfois, ça m'a permis de comprendre un peu les tensions qu'il y a entre hommes et femmes, d'avoir accès à la confidence. L'aspect thérapeutique nous met dans la confidence et d'entendre des choses qu'on n'entendrait jamais dans la vie ordinaire. Ça m'a permis de développer le côté agent double et permis de pouvoir parler aux hommes de choses qui ne sont pas forcément dans notre perception naturelle des relations habituelles qu'on n'apprend pas forcément juste par les copains ou par les copines qu'on a eues précédemment. Donc, c'est ça qui m'a finalement motivé, je dirais, c'est toutes ces confessions, de pouvoir synthétiser des conseils très simples pour la femme et pour l'homme, parce que le premier enjeu, en fait, d'une grossesse, c'est la relation de couple. La relation de couple, elle est à la fois l'origine de cette grossesse, mais elle va être aussi tout l'enjeu parce que le plus grand perturbateur de la grossesse, c'est souvent la relation de couple ou la relation avec les parents, sa famille. En fait, tout ce qui est proche, ce qu'on appelle l'environnement proximal, le plus proche de soi. Et si cette relation, elle n'a pas été préparée ou elle n'a pas des clés pour pouvoir mieux la travailler, c'est un des plus grands perturbateurs. Et peut-être, donc, quand j'accueille une maman enceinte, j'ai tendance à lui présenter d'abord les 5 facteurs de l'épigénétique pour un peu ouvrir les choses dont elle a entendu parler. Parce que finalement, quand on est enceinte, d'une manière traditionnelle, notre médecin, les livres qu'on lit sont très orientés sur l'accouchement. Être en santé pour avoir un bon accouchement, que ça se passe bien, et faire en sorte qu'on ne crée pas de problème à son enfant. Mais du coup, on ne parle pas de tous les éléments qui influencent cet habillage ou cet encodage génétique. Maintenant que depuis 2008, il a été mondialement reconnu que l'épigénétique est celle qui gouverne finalement la grossesse et le développement de l'enfant. Alors, peut-être un petit aparté sur ce qu'est l'épigénétique et le processus de la grossesse, c'est qu'au fond, quand la fusion des spermatozoïdes et de l'ovule ont eu lieu, il y a un matériel génétique qui se met ensemble. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que ce matériel génétique va être remodelé en permanence. Et certains gènes vont s'exprimer, vont s'inhiber en fonction de ce que la maman va vivre. Et il y a 5 facteurs qui modulent cette expression des gènes. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Et puis, ça veut dire l'environnement, comment l'environnement finalement module la génétique. Ce qui fait que ce n'est pas simplement l'encodage qui s'est fait au début et il n'y a plus rien à changer, c'est tout à fait le contraire. Il y a un certain matériel génétique, une certaine matière, et à partir de là, on va faire une des 3 millions de recettes possibles avec les ingrédients de base qu'amène la génétique. Alors, pour ça, le premier élément auquel les personnes sont sensibles, toujours, c'est la nutrition. C'est le premier facteur, au fond, c'est le facteur chimique. Et le facteur chimique, ce n'est pas seulement la nutrition. C'est aussi si on vit entouré de champs qui sont remplis de pesticides. C'est si on porte sur soi beaucoup de phtalates, c'est-à-dire des plastiques, comme les bas, tout ce qui est fait à base de synthétique. Parce que c'est de la chimie qui passe dans notre corps. Quand on prend sa douche, quand on a beaucoup de chaleur avec le rideau en plastique, c'est des phtalates qui vont dans notre corps. Les femmes sont moins sensibles aux phtalates que les hommes, par exemple. Mais beaucoup d'hommes, en fait, ont leur spermatogramme très bas à cause des phtalates. Quand on boit de l'eau dans une bouteille qui a bouilli un peu au soleil, enfin qui est restée dans les camions au soleil, c'est une soupe de phtalates. Ce n'est pas très bon pour la fertilité, par exemple. Bon, c'est des exemples, mais en réalité, les pesticides, la chimie qu'on prend dans la médication, les vaccinations, l'aluminium, toutes ces choses-là influencent sur l'encodage génétique. C'est-à-dire, le bébé, dès qu'il est formé, qu'il soit à l'état fœtal ou embryonnaire ou fœtal, excusez-moi, il va en fait devoir s'adapter au monde, il va devoir y survivre. Donc, s'il a des éléments agressants, il va sélectionner dans son matériel génétique ce qui lui permet de se battre contre ces éléments ou survivre à ces éléments. Et plus les éléments sont agressants, plus une grande partie de son énergie va être développée pour être en mode de survie et beaucoup moins en mode de vie. Et c'est ça qui est l'ennui. C'est que quand en fait, en résultat, s'il est en mode de survie, il est en mode de menace. Et dans les règnes de l'existence,
Ceux qui sont en mode de menace sont les animaux dans notre système de vie, dans notre écosystème. L'être humain, normalement, doit être dans un modèle beaucoup plus d'échange, d'amour, de service, et c'est ce qui lui donne en fait une capacité d'être dans son humanité. S'il est dans un mode de survie, il va être davantage dans une mode d'animalité. Alors, si on veut finalement des êtres humains qui soient capables de jouer le jeu de leur règne et de tout leur potentiel, c'est bien plus avantageux de les mettre dans ce qu'on appelle la capacité de résilience, qui est au fond liée à l'estime, à l'amour, à toutes finalement des qualités qui font le meilleur de nos civilisations, plutôt que les mettre dans un mode de menace, qui eux va les mettre dans une situation de détresse constamment, et presque toute leur énergie va être utilisée à survivre à un stress. Ça, c'est pas très utile en fait. La résilience, c'est une capacité à transformer les stress d'une manière hyper facile, alors que quand on résiste au stress, on ne les transforme pas, on les supporte, mais on ne les transforme pas, on ne les transmute pas. Alors, quand on a compris ce principe-là, parce qu'on se dit, ben non, il faut bien stresser son enfant, comme ça il sera plus résistant. Ben en fait, c'est le contraire. C'est un peu ce qu'on avait pensé à une époque, quand les nouveau-nés sont là, il faut les laisser crier, ça renforce leurs poumons, il faut les laisser seuls, comme ça ils seront plus forts dans la vie. Et ben on s'est rendu compte que les études ont montré tout le contraire. Plus un enfant reçoit de la tendresse et de l'amour, plus il va être indépendant et fort à l'âge adulte. Plus il a été maltraité, il a été isolé, il a été laissé à lui-même, plus ça va faire un dépendant affectif, ça va faire quelqu'un qui va être un boulet pour les autres. Parce que le mode de survie est un mode extrêmement consommateur. Le mode vie, c'est un mode qui donne, qui rayonne, c'est une joie et c'est une harmonie dans la société. Donc le premier facteur, c'est ce facteur qui est un facteur lié à la chimie, toute la chimie. Alors si on peut enlever tous les facteurs agressants dans la nourriture, dans l'environnement, dans la médication, dans même les habits, déjà c'est un grand atout. Dans l'eau qu'on boit, alors voilà, ça ce serait déjà les premiers conseils auxquels je voudrais parler. Et puis aussi de choisir des nourritures qui sont vivantes. Plus encore que des nourritures bio, c'est sûr que le bio c'est bien parce qu'on enlève les pesticides, mais plus encore que ça, ce qui est important, c'est la fraîcheur. Si on achète une carotte bio qui est toute racroquevillée, on ne prend rien en termes d'énergie. Il vaut mieux une qui soit un peu moins bio, mais qui a de la vitalité. Puis on va peler la peau pour enlever les toxiques qui sont surtout dans la peau. Donc il y a des fois, il y a des choix à faire qui ne peuvent nous guider. C'est vraiment la vitalité d'un aliment, c'est plus important que tout. C'est sûr que si on a le budget pour pouvoir avoir du bio, ou mieux encore, si on peut les cultiver, ce qu'on fait chez nous, parce qu'on vit en nature, on a un très grand jardin, c'est encore mieux. Mais bon, il faut s'adapter, ou des fois on peut cultiver certaines tomates sur son balcon si on est en ville. Toutes ces choses-là peuvent être des moyens finalement d'enrichir. L'autre aspect aussi de la nutrition, c'est le plaisir de manger. Parce qu'on développe des endorphines quand on est bien, quand on mange. Et donc le plaisir de manger agit aussi sur toute la chimie de ce qu'on ingère. Donc être dans la joie, dans la détente avec des amis, d'éviter les conflits à table, d'être plutôt dans une détente, écouter de la musique ou tout simplement se concentrer sur la nourriture, la savourer, l'apprécier. Tout ça sont des facteurs hyper importants dans la chimie qu'on intègre dans son corps qui va encoder tout simplement la partie la plus physique du corps de l'enfant vers une détente, vers un côté vie et pas vers un côté survie. Le deuxième facteur, donc j'ai toujours le speech quand je rencontre des couples, je préfère rencontrer des couples, c'est toujours plus efficace que juste la maman, c'est un travail à deux, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. C'est Rudolf Steiner qui disait ça il y a bien longtemps. On se rend compte maintenant que l'apparition même de la vie s'est faite avec une incidence d'un rayon de lumière sur la surface de l'eau qui a généré un mouvement dans l'eau. Et la qualité du mouvement dans un corps humain, c'est hyper important. En tant qu'ostéopathe, on parle du mouvement respiratoire primaire, mais d'une manière beaucoup plus simple pour les gens. Un des mouvements les plus sains de la vie, c'est marcher. On ne marche plus, on est devenu l'homo ascitus, et donc on a tendance à ne plus marcher. Et la marche, c'est quelque chose de tellement extraordinaire parce qu'on induit tout le mouvement, on remet en marche toutes les pompes naturelles de notre corps. Et ça va agir sur les pompes cellulaires, littéralement. La capacité, en fait, à ce que la lymphe, le sang et même le liquide interstitiel, intracellulaire aille vers l'extracellulaire. Tout ça, en fait, c'est beaucoup lié au mouvement naturel. Alors, bien sûr, les premiers mouvements, c'est la respiration. Il y a des respirations extraordinaires qui sont conseillées comme ce qu'on appelle la respiration naturelle. Il y a maintenant des gens qui suivent des années d'études pour réapprendre aux gens
à écouter, à prendre conscience de la respiration, et simplement prendre conscience de la respiration, on la modifie. Elle s'apaise naturellement, elle se syntonise. C'est un peu comme la cohérence cardiaque, mais pour la respiration. Porter attention à sa respiration, l'amplifie, l'harmonise et l'équilibre en fonction des activités qu'on fait. Donc déjà des choses tout simples comme ça. Si on marche tout en prenant conscience de sa respiration, on est sur un winner, on est sur un gagnant. Euh, Après, le problème extrême du mouvement, c'est qu'on est dans une société de sport extrême et en prétendant que la grossesse n'est pas une maladie, on pousse parfois les femmes à faire du sport extrêmement poussé. De nos jours, on ne fait plus de la course, on fait du triple marathon, on fait des choses très poussées. Donc, il faut faire attention aussi. Tous les mouvements extrêmes sont des mouvements qui bloquent le mouvement interne du corps. Parce que quand on va chercher ses ressources pour faire des choses beaucoup plus poussées, en fait, on se met en mode de survie. Donc là encore, c'est toujours de privilégier un mouvement fluide, que ce soit la natation, que ce soit la marche. En début de grossesse, l'équitation, quand elle est faite dans un cadre très safe, très tranquille, plutôt la promenade, je dirais, à cheval, des choses comme ça, parce que le cheval crée un mouvement de rotation dans le bassin qui est extraordinaire pour une maman enceinte. Mais la marche étant une des choses les plus merveilleuses, le ski de fond, des choses finalement qui sont rythmiques, simples, avec rien dans les mains, et qui permettent d'induire un mouvement sain, bien sûr la respiration à la maison, et en tout temps bien sûr. Le troisième élément, c'est la gestion du stress. Alors la gestion du stress, ça paraît un truc très fancy. Au fond, la gestion du stress, c'est un des trucs les plus importants pour la femme enceinte à faire. Ça fait partie de ces grands, grands défis. On ne peut pas éviter le stress. Même si on se met dans une île déserte, il y aura toujours un partenaire, une présence qui sera stressante, donc on ne peut pas éviter le stress. Il vaut mieux apprendre à travailler avec lui plutôt que l'éviter. Et en plus, le stress a un caractère évolutif. Le stress nous oblige à aller chercher des ressources, donc il est plutôt souhaitable, parce que sans stress, on n'avance pas dans la vie, mais c'est de générer un stress qui soit le plus encourageant, dynamisant, qui stimule l'enthousiasme et pas qui réprime. Par contre, quand on a un stress qui est intense ou un stress chronique, ça peut être des beaux-parents qui sont dans la proximité, un parent, ça peut être un enfant qui est déjà là, ça peut être un conjoint avec une relation compliquée, ça peut être un boss à son travail, il y a un voisin qui est toxique pour le couple depuis des années, qui vient générer... Bon, il y a 1000 façons d'avoir du stress. Ça peut être aussi des états de santé personnels qui sont un facteur stressant. La première chose à faire quand on a un stress, c'est en fait de dialoguer. Quand en fait on peut tout de suite parler à son enfant en sachant, même à l'état fœtal, dès qu'il y a une cellule vivante, c'est un être vivant. Et on s'est rendu compte que le vivant répond au vivant. On a déjà vu ces premières expériences où les gens passaient de la musique classique à des plantes. Elles pouvaient se mettre à faire des fleurs en plein hiver. Et au contraire, si on mettait des mots comme certains l'ont fait sur des pots avec du riz, qu'on les déteste, qu'on les aime pas, ou amener des cigarettes, une plante qui était en pleine santé pouvait... bon, voilà. Donc, le vivant comprend l'intention. Il ne comprend pas les mots, il comprend l'intention. On l'a vu aussi avec les chevaux, quand on parle de murmure aux chevaux, par rapport à casser les chevaux. On s'est rendu compte que quand on murmure, on appelle ça le horse whispering dans mon coin de cow-boy. Et tout le monde pratique ça ici. C'est fini le housebreaking. Et on peut avoir une relation avec l'animal de respect et d'amour qui fait que l'animal va offrir ses compétences à l'homme et non pas le contraire. Et c'est valable en fait au fond avec l'humain. Dès qu'on développe le dialogue, tout peut se résoudre. Et l'absence de dialogue est la pire des choses. Et pour un enfant, quand il ne reçoit pas la bonne information, il ne reçoit que le stress. Mais on peut très bien recevoir le stress avec une information et avoir la capacité de le transformer. Je vous donne un exemple que je donne tout le temps. Quand une femme a des forts syndromes prémenstruels et qu'elle elle comprend même pas ce qui lui arrive, mais c'est un peu un lion dans une cage qui agresse tout son environnement, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a ses règles. Et elle dit aux gens qui étaient autour, souvent le conjoint ou sa meilleure amie, je suis vraiment désolée, en fait j'avais mes règles. Et je me comprends pas moi-même quand ça m'arrive et je suis vraiment désolée de t'avoir fait endurer tout ça. La personne qui vient de subir ce stress sans le savoir, la première chose qu'on fait quand ça arrive, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit comme ça? On prend toujours le stress personnel, tout le temps.
C'est constant comme truc. Il y a un accident de voiture à côté de vous, des fois vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Mais bon, quand c'est directement tourné vers nous, on le prend en plein dans la tête. Le moment où on nous donne la bonne information, ah c'est pas moi, ouf, on a le soupir. Quand on a le soupir, on relâche le stress. Et du coup, on se dit, on se met en mode, je vais aider, je vais te faire un massage dans le dos, je vais te donner une bouillotte, peu importe, mais on n'est plus responsable du stress, on n'en est plus coupable, entre guillemets. Donc la chose la plus importante pour désamorcer le stress et son influence négative sur un bébé, c'est l'informer de ce que vous vivez. Là, en ce moment, il vient d'y avoir un accident devant moi. Moi-même, j'étais dans un accident, je me viens de me faire crier dessus, peu importe. Mon petit chéri, ma petite chérie, ça n'a rien à voir avec toi. Maman va très bien. Et en fait, c'est ça, le deuxième message, c'est de rassurer que maman va très bien. Parce que même si on explique le stress à un enfant, l'intention, il l'aperçoit très clairement. Mais la deuxième chose, c'est de dire, maman va très bien, ou maman est en difficulté, mais elle va chercher les ressources. En gros, maman ne va pas mourir. Et ça, c'est hyper important parce que si l'enfant associe n'importe quel stress, une remarque de sa belle-mère au repas du dimanche, qui la fout en pétard, l'enfant, lui, le stress, il le prend en pleine tête. C'est des catécholamines, c'est des hormones du stress. Il croit qu'elle va mourir alors que c'est simplement une humiliation ou une offense. Et si en fait on peut lui dire tout simplement, voilà ce qui se passe même par la pensée, je viens de me prendre un missile sol-sol juste à l'instant par ma belle-maman, mais je vais en survivre et puis je vais chercher de l'aide autour de moi, l'enfant, il n'a plus à gérer ça pour sa mère. Donc il n'est pas en train de se mettre dans ce fameux mode survie qui va lui diminuer ses potentiels. Alors voilà, ça c'est pour la gestion du stress. Et ensuite, bien sûr, qu'il y a des tas de ressources. Et on peut travailler, on peut apprendre des techniques comme la cohérence cardiaque, comme la communication non violente. Il y en a pléthore de nos jours. Là, tout ce qui est en communication, c'est vraiment un truc formidable. Et puis pour ce qui est des stress physiques, particulièrement les chocs, il y a une technique toute bête que j'apprends tout le temps aux parents, c'est de faire une vibration sur la zone où on a reçu un choc. On se fait frapper sur l'épaule, sur la tête, peu importe, on tombe, ou sur le ventre, encore pire. Et bien en fait, on met les mains dessus et on fait des vibrations. Les vibrations permettent de décomprimer les fascias, les cellules qui se sont comprimées, et tout d'un coup, parce que dès qu'il y a compression cellulaire, il y a catécholamine, hormone du stress, et les enfants les perçoivent et les assimilent. Dès qu'en fait on libère ça, on génère des endorphines et on inverse le processus sur le plan mécanique et physique. Voilà, donc ça c'est pour la gestion du stress, je dirais à la louche. On peut rentrer dans des détails et il y a pas mal d'outils qui existent. La quatrième effet, c'est le vécu de ce qui nous met en vie, justement, ce qui nous met en joie. On appelle ça vivre ses idéaux ou ses quêtes de vie. Au fond, c'est l'art de ne pas laisser passer une seule journée sans nourrir ce qui donne du sens à notre vie le plus important. Et pour ça, il y a des millions de choses qu'on pratique qui donnent du sens à notre vie. Ça peut être les hobbies, ça peut être les sorties, ça peut être les fêtes avec les amis, les célébrations de la vie, tout ce qui nous permet au fond d'apprécier, de célébrer la vie at large. Ça peut être de certaines pratiques de yoga, ça peut être nos sports favoris, ça peut être des films, de la musique, peu importe, ça peut être chanter avec des amis. Enfin, tout ce qui fait la vie intéressante. De cultiver ces choses-là, ça fait partie du quatrième facteur épigénétique. Imaginez comme c'est important en fait. Pour nous, c'est le hobby, c'est le truc qui nous permet finalement de survivre, enfin plutôt de vivre dans un mode de survie. Mais pour l'enfant, c'est fondamental. Parce que l'enfant, c'est souvent par là même qu'il va apprendre les plus grandes valeurs, les choses les plus riches et qui vont l'inviter en fait au fond à développer déjà en vie intra-utérine tous les plus grands potentiels de socialisation et d'humanité qu'il porte en lui. Alors, on ne fait pas de... Je te coupe la parole. Oui, Juste, en fin de compte, tu parles de faire des choses qui nous font plaisir. exactement, exactement. Les choses qui nous mettent le plus en joie, parce que c'est dans le plaisir, dans la joie, qu'en fait, on développe ces fameuses endorphines. Et on sait que la grande règle maintenant, ça c'est tout le monde, tous les obstétriciens l'ont reconnu, plus une femme est sous endorphine pendant la grossesse, plus elle a un accouchement facile et plus son enfant est en santé. Donc, quand on comprend ce concept, ben, en plus de manger bien, de bien bouger, de gérer son stress, nourrir la joie, nourrir le bien-être, c'est quelque chose de fondamental. Et là, bien sûr, c'est là où la culture est hyper importante. C'est là où ça prend un village pour éduquer un enfant, ça prend une société pour se prendre soin d'une femme enceinte. Il lui faut du beau, il lui faut des jardins, il lui faut accès dans les musées, il faudrait un pass, un free pass pour toutes les femmes enceintes dans les choses les plus merveilleuses que notre société ait créées. Il leur faudrait des philosophes qui leur parlent, des poètes. Bref, quand on comprend l'enjeu de ce qui se passe pendant la grossesse pour
seulement l'avenir de l'enfant, mais au fond l'avenir de toute notre société, on devrait tous être mobilisés pour offrir à ce temps qui est tellement court des chances, mais qui sont multipliées par 1000 pour être dans la vie au lieu d'être dans la survie. On vient tous de parents qui nous ont plus offert de la survie que de la vie. Et on sait très bien qu'on n'utilise que 3 à 5% de notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'on est en mode de survie. Et donc, on sait maintenant, avec tout ce qui se développe dans les neurosciences, que quand on met des gens dans certaines circonstances, parfois artificielles, pour les sortir de ce mode de survie, ils développent des capacités cognitives, des capacités d'intelligence, de cœur, ce qu'on appelle des qualités, des vertus, qui n'existent jamais dans leur vie en dehors de ces moments-là. Et au fond, le meilleur endroit, le plus grand laboratoire où ça pourrait se passer de manière tout à fait naturelle, sans qu'on passe une vie complète à régler nos problèmes de survie, toutes ces peurs limitantes qui nous rendent agressifs, qui nous rendent en échec dans notre propre... On sait qu'on est des êtres beaucoup plus beaux que ce qu'on est capable de manifester. Et au fond, tout ça, en fait, on peut le faciliter pendant la grossesse. Ça vaut tellement le coup de s'investir. Et ça m'amène au 5e paramètre, qui est l'efficacité, comme disent les médecins avec leur côté carré, c'est l'efficacité des relations humaines. Alors, pardon, quand on dit efficacité, c'est justement, est-ce que les relations humaines qu'on a, elles sont nociceptives, elles génèrent du stress négatif, ou bien elles sont plutôt épanouissantes et heureuses. Et ce facteur, il est très important parce qu'il parle de la reliance. Et la reliance, le facteur de reliance, c'est un des grands facteurs de résilience. Quand on sait qu'on peut compter sur l'autre, quand on sait comment être en relation avec l'autre, dans sa vie, on va avoir un facteur d'adaptation, une puissance d'adaptation qui est bien plus grande que quand on est toujours vécu dès la vie intra-utérine des sentiments de blocage relationnel. Et c'est ce qui va permettre justement notre capacité sociale, de devenir un être social qui va pouvoir se mettre au service d'une société par choix et par amour, et non pas en être l'esclave. Parce que souvent, la ligne est tellement simple, très très fine entre servir et être abusé. Et donc, pour toute cette qualité donc, de relation humaine, et c'est là qu'on revient encore, on revient à la notion des stress, communication non violente, communication empathique, il y a énormément de choses. Je vous invite à regarder tout ce qu'a fait Boris Cyrulnik, qui est formidable, ou Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Il y en a pléthore, hein, mais apprendre finalement à communiquer avec le vivant. Et c'est pas juste, parfois, souvent je donne des conseils aux parents qu'avec les humains, c'est parfois trop compliqué d'apprendre à communiquer. Mais communiquer avec les plantes, communiquer avec les animaux, faire de la communication animale, la communication cellulaire, au fond, c'est utiliser sa pensée, son cœur, pour tenter de rentrer en contact simplement avec ce qui existe. On est très étonné quand on prend soin d'un arbre, d'une fleur, surtout si on est en nature, de voir des animaux qui viennent vers nous. On voit que la nature parle à la nature. Et quand on la traite bien, il y a des phénomènes souvent un peu inhabituels qui se produisent autour de nous. Quand on fait ce genre d'expérience, on ancre en soi le pouvoir, si vous voulez, de la gentillesse ou de la tendresse ou de l'amour dans le modèle communicationnel. Et on sait que tôt ou tard, parfois, il faut être patient, mais il va y avoir un retour de la nature. Quand on l'a expérimenté avec la nature, on a une forme de conviction qui nous permet d'avoir la patience et la force de l'expérimenter avec les humains, surtout ceux avec qui, des fois depuis l'enfance, on a des conflits. Voilà, pour présenter un peu les 5 grands paramètres qu'ont déterminé maintenant finalement les généticiens, les médecins. On pourra en ajouter d'autres, mais ils peuvent résumer tout ce qui existe finalement comme paramètres physiques, humains, sociaux, pour avoir une grossesse plutôt épanouie. Est-ce que tu peux expliquer, François, ce que tu appelles la grossesse du père? Là on parle. On vient bien sûr d'habitude où la grossesse est un champ exclusivement réservé à la maman. Quand un papa fait l'essai d'aller voir la sage-femme ou l'obstétricien pour l'accompagner à la consultation, il a la terrible expérience de voir un professionnel qui ne parle qu'à sa femme, qui a rarement l'impression de ne absolument pas exister. Ça, c'est l'état de notre société. Et en fait, quand on se rend compte l'épigénétique, donc la génétique est modulée par l'environnement proximal, le premier environnement proximal de la femme est le plus important, celui qui va l'atteindre le plus, c'est son conjoint.
Donc, si on n'implique pas le conjoint dans la grossesse, on peut être sûr qu'elle va être déjà méchamment impactée. Et on se trouve avec des situations où, comme les hommes n'ont jamais été inclus dans ce processus, ils ne savent pas très bien comment l'aborder. Il y a l'excitation du premier enfant. Au deuxième enfant, c'est déjà beaucoup moins excitant et souvent, c'est beaucoup plus confrontant. Et au troisième, il y a souvent une indifférence littérale. Mais même pour le premier enfant, l'homme a une tendance à... Il fantasme par l'idée que parce que la femme a des sensations dans son ventre, elle sait tout, elle sait mieux que lui. Quand en fait, c'est absolument faux. Mais étant donné que tout le focus est sur elle, ils se sont souvent abandonnés, il perd ses privilèges, il se sent mis à distance, il sent que tout d'un coup, il faut qu'il rentre dans un rôle forcé de prendre soin d'elle, qui finalement lui fait faire souvent l'opposé, et il devient finalement plus exigeant, plus énervant. Et ça devient vraiment un troublemaker, comme on dit chez nous, beaucoup plus important, et elle doit le gérer. Et donc, elle passe une partie de sa grossesse dans un mode survie à gérer cette nouvelle relation déséquilibrante avec son conjoint, au lieu que le couple soit aidé, assisté, en tout cas éduqué tranquillement, à donner un rôle au père. Et c'est ce que moi j'ai appelé la grossesse du père, c'est que la femme, elle est enceinte du bébé, c'est clair. Et on ne veut pas avoir des hommes qui se mettent en compétition, comme on voit maintenant des hommes en compétition pour allaiter le bébé, ils veulent donner le biberon pour être comme la femme et tout. Enfin, trucs débiles dans lesquels on est arrivé. Mais on pourrait, si on ne l'explique pas, rentrer dans les mêmes problématiques. Désolé pour ma petite voix du matin. C'est que, en réalité, l'homme, si on lui donne plutôt l'idée que s'il prend soin de sa femme et qu'il se débrouille pour générer cet état de joie, de bien-être, elle va transmettre ça à son bébé, comme un peu le principe des poupées russes. Donc c'est pour ça que la grossesse du père, c'est pas d'être enceinte de son bébé, c'est d'être enceinte de sa femme, en quelque sorte, de sa conjointe. Oui, Oui. oui, oui. Je Et, confirmais que effectivement, effectivement. et bien sûr qu'il a des cellules qui vont lui mettre en résonance avec cet enfant. Il a son matériel génétique dans cet enfant. Il peut avoir des intuitions, il peut avoir des communications parfois avec son enfant, intuitives ou dans ses ressentis. Mais bien sûr que par l'autonomie, il peut dialoguer aussi avec l'enfant, surtout en phase plus avancée de la grossesse. C'est des choses qu'il peut faire, mais c'est tellement plus important qu'il rentre en contact affectif avec sa femme, qui retisse ce que Bruce Lipton appelle le honeymoon effect, l'effet lune de miel, de retomber enceinte, de retomber amoureux de sa femme, de la sortir. Les hommes ont une pensée très linéaire. Ils ont tendance, une fois qu'ils ont séduit leur femme, qu'ils ont créé leur maison, de continuer d'une manière très linéaire. Et c'est très simple pour eux d'apprendre à faire une boucle, comme dans les cerveaux plus féminins, de faire une boucle et de remettre leur femme sur leur agenda. Et de faire, même s'il faut qu'il écrive, ça paraît un peu fou souvent pour les femmes, mais pour les hommes, souvent j'ai le discours des gars quand on est avec les hommes. Je suis souvent femme, vous pouvez sortir, je vais parler en gars. Et en fait, c'est de leur dire, notre cerveau, on sait très bien comment il fonctionne, même si ça insulte les femmes, on est comme ça, on est des gens d'objectifs et on va de l'avant et on a tendance à oublier ce qu'on a déjà fait derrière. Si on remet ça comme objectif, mais les gars sont tellement efficaces dans leur objectif, ils sont tellement concentrés, que si pour eux ça devient une question qu'ils comprennent très bien et que ça devient un objectif de s'occuper d'être comme un animateur de Club Med pour leurs femmes et de les faire se sentir bien, en vacances, détendus le plus possible. Il y aura toujours des moments de stress, des choses à résoudre, des choses difficiles, mais d'avoir ça comme objectif, ça oriente toute leur énergie pendant la grossesse. Et ça leur permet de ne pas se transformer dans ce qu'on voit le plus souvent, dans cette espèce d'enfant capricieux qui a été abandonné, qui n'a plus droit à son bonbon en quelque sorte, parce que la maman est plus perturbée par ses hormones et a du mal à être disponible pour lui à tous les niveaux en fait. Ça c'est vraiment... Et dès qu'en fait un être humain finalement a des objectifs, il prend sur lui et en fait il en est même fier, il en est heureux de le faire. C'est plus une contrainte, c'est plus un sacrifice, c'est vraiment, ça devient quelque chose de sacré, mais c'est plus un sacrifice dans le sens ancien du terme, hein, où c'est quelque chose de douloureux. C'est au contraire une joie en fait de faire ça et toute une fierté et on se sent déjà père avant même que l'enfant soit arrivé. Donc ça fait même parfois ressortir des ressources insoupçonnées chez les hommes parce que c'est le moment où ils vont sortir d'une relation parfois qui est restée très adolescente dans leur couple toute leur vie et qui le moment où ils font cet acte-là, ils commencent à mettre le bonheur de l'autre avant le leur. Ils sortent des fois d'une relation de négociation qui est très fréquente dans la plupart des couples et ils commencent à s'oublier un peu pour mettre le bonheur de l'autre en avant.
Et là, ils rentrent dans vraiment un autre niveau de l'amour. Et souvent, quand ils font bien ce processus, ça transmute complètement leur couple pour la vie, parce qu'ils apprennent un autre niveau plus élevé de l'amour. Et ça, bien sûr, les enfants, ils vont bénéficier toute leur vie de cette acquisition. Donc la grossesse du père, elle est majeure, elle est fondamentale pour moi. La grossesse de la mère, je dirais qu'elle est forcée, elle n'a pas le choix. Ce qui est malheureux pour elle, c'est qu'on ne lui donne pas du tout les bonnes indications suffisantes et nécessaires pour ne pas mettre son enfant en mode de survie. Elle le, enfin, donc, enfin, pour le mettre en mode de vie, pardon. Elle le maintient en mode de survie parce que en dehors de se soucier de ses vergetures, de sa poitrine et d'avoir un bon accouchement et de pouvoir faire son sport, etc. Enfin, je veux dire qu'on tourne la grossesse tout le temps vers la maman, le bien-être de la maman, au lieu de le tourner vers le bien-être de l'enfant. Parce que de la même manière qu'on parle de la grossesse du père qui doit prendre soin de la maman, si la maman voyait en fait qu'elle est en train de sélectionner par son vécu comment est-ce qu'elle va habiller son enfant, elle ne va pas déterminer l'enfant. La grossesse n'est pas déterministe, elle est une influence. L'épigénétique, c'est une influence environnementale. Donc, on ne peut pas déterminer personne. Ça, c'est hyper important parce que sinon, on appelle ça de l'eugénisme. Et ça, c'est absolument pas le principe de l'épigénétique. C'est tout à fait le contraire. Parce qu'au fond, quand on maintient du stress sur un enfant, on l'empêche de manifester ses potentiels. Ça, je trouve ça beaucoup plus eugéniste, on ne se rend pas compte, mais qu'on génère des enfants qui sont beaucoup plus dans des stress animaux que dans des dispositions humanistes. C'est quand même dramatique. Alors qu'au fond, si on respectait les vrais besoins de l'enfant, tout comme on le voit dans la grossesse du père, la maman a besoin d'attention, elle a besoin d'un nid, elle a besoin de se sentir dans de la ouate, dans du coton, mais aussi dans de la joie, dans du dynamisme. Il faut que ce nid soit vivant, il ne soit pas mortifère. Parce que parfois, dans la grossesse du père, j'ai vu des pères qui prenaient tellement leur rôle au sérieux qu'ils devenaient extrêmement macho et ils voulaient contrôler ce que la maman mangeait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle bougeait. Et finalement, il a stressé 2 fois plus. Là encore, il faut bien comprendre que l'élément important derrière tout ça, c'est cette joie, c'est cette tendresse, c'est des relations, c'est des notions, des qualités, des valeurs d'amour, de don à l'autre. C'est pas même quand on parle des 5 qualités des aliments, on cherche des qualités d'aliments vivants, des 5 qualités pardon, de l'épigénétique. On cherche une chimie qui soit saine, on cherche un mouvement qui soit fluide, on cherche de diminuer le stress, de faire des choses qui nous mettent au meilleur de nous-mêmes, qui nous élèvent au maximum et d'avoir des relations les plus harmonieuses. On n'est que dans des valeurs d'harmonie, de principe, de qualité de vie. C'est des choses toutes simples. Donc, on ne va pas se mettre à se transformer dans un général ou une maman qui voudrait, comme on a vu les Américains, faire entendre de la musique, montrer des tableaux de Léonard da Vinci à leurs enfants. Enfin, il y a eu une folie quand on a commencé à comprendre que l'épigénétique était active. On pensait qu'on pouvait instruire les enfants in utero pour en faire des petits génies. Et finalement, ça a fait des enfants extrêmement déséquilibrés par la suite, parce qu'ils avaient trop de stimulation qui étaient vécues comme des catécholamines, des hormones du stress pour le bébé. Voilà. Donc cette grossesse du père, vous voyez, elle est vaste. Alors, tu vois, par cette discussion que nous avons, bon, déjà, je connaissais l'importance de tout ça pour le futur humain qui arrive et donc pour la société, puisque tu as dit une société plus épanouie. J'espère que notre discussion va pouvoir éveiller des consciences. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, en revanche. En France, c'est assez laborieux et je trouve ça un peu dommage parce que c'est très précieux. C'est très précieux, toute cette éducation, tout cet accompagnement. Ça mérite vraiment, vraiment, vraiment d'avoir sa place dans notre société. Et comme je te dis, en France, c'est laborieux. Mais c'est un peu mondialement, c'est encore un champ qui est très nouveau. Ça fait que 8 ans que l'épigénétique a été reconnue au niveau des scientifiques. Donc on peut imaginer, souvent les choses prennent 10 à 20 ans pour passer dans le monde du public. Et avant, c'était quelques chercheurs qui en parlaient, qui avaient quelques bouquins comme Michel Audin. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont promu l'importance de la grossesse. Marie-André Bertin, il y a différentes personnes qui ont finalement écrit certaines choses. Mais il y a des pays où ça s'est développé davantage. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Johanna Marie, une grande amie à nous qui était juge de la Cour suprême. Et elle a utilisé sa position de juge de la Cour suprême en Grèce pour faire reconnaître 10 règles d'or pour les femmes enceintes, pour la grossesse en fait, parce que ça implique le papa aussi.
qu'elle a fait reconnaître par le gouvernement et qui sont distribués à chaque mariage et qui sont distribués dans les écoles. C'est un truc incroyable. Cette femme, elle a réalisé un niveau d'éducation, elle a fait passer les gens de l'âge de pierre à un âge d'or, quoi, simplement par ces choses-là. Et ça, c'est en train de modifier le paysage de la Grèce. On va voir dans quelques temps qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais déjà, il y a des impacts énormes. Au Brésil, il y a un centre d'éducation prénatale, des grandes amies à moi avec qui je travaille tout le temps, qui ont aussi une formation qui touche des centaines et des centaines de thérapeutes, de professeurs. Il y a de plus en plus de programmes. Il y a une association américaine qui s'appelle l'APA, qui fait des programmes d'éducation prénatale maintenant qui sont diffusés dans tout le monde anglophone. En Inde, c'est incroyable ce qui se passe. Là, en fait, avec plusieurs amis, on a co-créé un mouvement qui s'appelle Prenatal Alliance et qui est en train de réunir tout ce qui se passe au niveau mondial pour qu'on puisse de plus en plus influencer sur le plan d'éducation pour donner ces valeurs. Mais c'est des notions tellement simples. C'est tellement évident qu'on n'a pas rien à apprendre aux gens. On a à leur rappeler les lois de l'évidence entre les principes de la vie et de la survie chez l'être humain. Qu'est-ce qui nous met en vie, qu'est-ce qui nous met en survie? Passer de la peur à l'amour, quoi, en fait. Ou plutôt mettre l'amour et la peur, on n'y pense même plus. Donc, cette notion-là, qui a plusieurs couleurs. Elle a des couleurs sur l'amour. Bon, ça peut être un truc un peu lala et fleur bleue, mais quand on se rend compte que finalement, c'est juste une qualité de vie, une certaine fréquence de vie. Comme la fréquence du monde minéral, végétal, animal n'est pas la même que celle de l'humain. On a un spectre qui est lié justement à une attention. Et quand en fait on pousse les gens en fait à porter leur attention sur les petits détails du quotidien qui font la vie belle ou pas belle, eh ben, on se rend compte qu'on démarre la vie avec des potentiels, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et déjà, on le voit, le fait qu'on ait déjà eu une révolution sexuelle avec des femmes beaucoup plus libres. On voit déjà que les enfants qui sont venus dernièrement, mais ils comprennent des choses beaucoup plus naturellement et beaucoup plus évidentes. Ils ont des valeurs parfois beaucoup mieux placées sur des choses très fondamentales de l'être humain. Ils ne veulent plus se faire mal parler en entreprise, ils ne veulent plus être traités comme sous la mode de pression, d'esclavage et tout ça. Ça ne marche plus sur cette génération. D'ailleurs, ça rend fou les chefs d'entreprise. Ils ne peuvent plus contrôler les jeunes générations, les générations Z, avec des menaces et toutes sortes de choses comme ça. Et ces jeunes préfèrent se laisser perdre leur emploi, se laisser dans une situation très précaire, plutôt qu'être maltraités. Donc, on voit déjà des effets de ce que ça a amené un plus grand respect de la femme. Donc, imaginons qu'on ait un respect du bébé pendant la vie prénatale. Vers quoi on va aller? Et puis, dans ce qui est du respect de la femme, quand on sait quand même 75% de l'humanité est encore des femmes, en fait, sont encore en état comment on appelle ça? En état d'esclavage, on peut se dire qu'il y a quand même une grande marge il y a une grande marge encore à faire pour ce qui est de l'importance. On dit qu'on mesure une société à l'attention qu'on porte aux femmes. Il y a encore pas mal de marge à faire. Hein. Et ce n'est pas simplement des hommes envers les femmes, c'est des femmes envers les femmes. Hein. C'est du féminin, je dirais. Je préférerais dire du féminin, parce que maintenant qu'on découvre que l'homme a toute une partie qui correspond à celle de la femme de féminin, dans le monde plus émotionnel, intuitif. Donc, cette part du féminin, c'est cette part de dialogue. C'est celle qui rentre en contact, en connexion avec la vie. Si on commence à prendre soin du connectif, de la vie à la vie, on rentre dans quelque chose de merveilleux et on peut déjà envisager une société beaucoup plus heureuse. Ben écoute, François, je te remercie beaucoup. Vraiment. Moi, je vais mettre tes coordonnées et puis aussi tes activités, ta présentation en dessous de cette vidéo, donc sur YouTube. Si je te donnais, parce que là, ça y est, nous avons été bavards, nous sommes pris par le temps. Si je te donnais 1 minute pour conclure, peut-être dire quelque chose que nous n'avons pas abordé, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que justement, une des meilleures préparations pour soi-même, pour la vie prénatale, pour la vie de couple, c'est de développer la perception de notre double nature, masculine et féminine. Elle est distribuée un peu différente chez l'homme et chez la femme, mais au fond, ça revient au même. On a à peu près tous les mêmes besoins. Ils s'expriment un petit peu différemment parce qu'on est polarisé masculin ou féminin. Mais les dimensions d'intuition en nous, les dimensions de dialogue, les dimensions d'énergie, d'enthousiasme, toutes ces valeurs
quand elles sont perçues en dedans de soi, ça nous aide beaucoup mieux à comprendre l'autre. Déjà, en tant qu'être humain, parce qu'on sait que l'autre a les mêmes besoins, mais aussi de comprendre vraiment l'homme et la femme quand il est plus masculin, quand il est plus féminin. Ça, c'est pour moi une grande clé. Et puis, ça permet aussi de mieux communiquer avec son bébé quand lui, il est dans un modèle très réceptif. Nous, on est dans un modèle très émissif. D'utiliser cette... au lieu d'utiliser l'émissivité comme un pouvoir d'ascendance sur l'autre, de l'utiliser comme un pouvoir de réjouissance sur l'autre. L'émissivité, c'est pour rendre l'autre heureux. On ne rend jamais personne heureux, mais l'intention de donner de la joie à l'autre, ce que ça fait, c'est que ça nous rend nous heureux. Et quand on est heureux, ben, c'est contagieux. Donc voilà, ce serait peut-être là-dessus que j'aimerais finir notre entretien. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous faire partager déjà des choses qui me semblent essentielles, de belles choses. Et surtout, on sent que tu es passionné. Merci. Merci de tout cœur de me permettre de partager ça. Merci François. Je te souhaite une belle continuation. Et puis, à vous tous qui nous suivez, je vous souhaite bonne route, bonne journée, bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve prochainement avec une autre personne, un autre sujet, une autre énergie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.